Bien, je pense que vous avez tous hâte de prendre un peu de liberté. Je vais essayer d'être bref pour conclure. Je pense qu'on a eu des débats et des journées très riches et les dernières interventions vont vraiment dans ce sens et le démontrent. Il y a un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Et il y a deux socles pour la démocratie, on le sait tous et toutes. C'est d'une part la liberté et d'autre part l'égalité. La liberté, ce n'est pas tout à fait le sujet qui a été le nôtre lors de cette université d'automne qui a été consacrée à l'État social, mais on ne peut pas s'empêcher, ça a été évoqué à plusieurs reprises par les participants, là ici à cette table ronde et auparavant, de noter que les libertés sont en danger, que c'est la sécurité ou la logique sécuritaire qui prévaut de beaucoup aujourd'hui sur la défense et le maintien des libertés. L'égalité. L'égalité, ça a été le thème central de notre débat et elle est évidemment en danger. Je voudrais juste vous citer cet article un peu méconnu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est l'article 25, qui fait suite aux articles précédents, l'un qui prône la nécessité de respecter le droit au travail, le droit du travail et le droit au travail, ou le droit à la sécurité sociale. Cet article nous dit ceci: toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Alors il va de soi qu'on est loin de la lettre à la pratique et qu'on voit très bien malheureusement que ces droits très complets dans le domaine justement de l'État social et de l'égalité sont largement méconnus et surtout sont en régression. Et cela a été très bien démontré ce matin dans cet exposé qu'on a, je pense, tous beaucoup apprécié, qui a été celui de Marion Fontaine, qui nous a expliqué à la fois les sources historiques de l'État social, avec les années 1840-1860, puis 1900, puis après la Première Guerre mondiale, puis après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, il nous a été très bien démontré par d'autres dans la matinée que, alors qu'il y a eu vraiment des progrès considérables en matière d'État social, on va dire jusque dans les années 80, il y a eu un tournant qui a commencé en 1983, après les années heureuses qui ont suivi l'élection de François Mitterrand, et puis le coup d'arrêt qui a été donné à une politique qui redevenait une politique d'austérité à compter des années 83, et tout ceci s'étant évidemment beaucoup aggravé dans les dernières années, en particulier depuis la présidence de l'actuel président. Alors, ce qu'on a pu voir, ce sont évidemment et démonstrations à l'appui, et graphiques à l'appui, et chiffres à l'appui, des inégalités criantes, des distorsions considérables en termes de répartition des richesses, scandaleuses, le retour de grandes précarités pour des personnes de plus en plus nombreuses dans les divers pays, y compris les pays riches comme le nôtre, des injustices sociales constantes et donc un véritable chaudron explosif derrière tout cela. Ce sont tous ces droits que j'évoquais tout de suite, rappelés dans l'article 25 de la DUDH, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit aussi de pouvoir bénéficier de transports, et puis les services publics. Je n'y reviens pas parce que ça a été vraiment excellemment abordé ce matin, cette question de la détérioration des services publics qui sont absolument indispensables à notre vie en commun et à cette recherche justement de l'égalité. Donc tout ceci, ça se traduit, ça a été très bien dit par les uns et les autres, par une crise démocratique. Une crise démocratique est aussi une crise sociale, parce que quand on parle d'égalité, c'est démocratie
Et c'est social, c'est démocratie sociale, c'est démocratie politique, tout étant indissociable. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, ça a été évoqué longuement encore tout de suite, c'est une situation aussi qui nous fait craindre, mais on reste combatif pour essayer d'empêcher que cela arrive, même si beaucoup pensent que la partie est déjà perdue, c'est la montée de l'extrême droite. Alors il se trouve que j'ai eu l'occasion de lire dans la semaine un article, une tribune, je ne sais, d'un écrivain argentin qui s'appelle Santiago Amigorena, qui a écrit à la suite de l'élection de ce président qui manie la tronçonneuse en guise de symbole de son pouvoir. Et cet article me paraît, je ne vais pas tout le lire parce que ça serait trop long, mais de bout en comble, il est extrêmement intéressant, je trouve, parce qu'on ne peut pas considérer que notre situation en France, bien sûr, vous le savez tous et toutes, est une situation isolée. Et il nous dit ceci après l'élection en Argentine. Je rappelle que cette semaine, il y a eu aussi les Pays-Bas. Il y a un seul enseignement qu'il me semble difficile de l'extérieur de ne pas tirer de cette élection, celui de la défaite de la démocratie. Après 40 ans d'alternance de péronisme, on est en Argentine, et radicaux à la Casa Rosada, un candidat qui nie les crimes de la dictature a été élu largement président de l'Argentine. Cette élection, finalement, pose une question assez simple, la même qu'on devrait se poser en Inde, en Israël, en Autriche, en Pologne, au Brésil, aux États-Unis, au Pérou, en Grèce, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Suisse, en Italie, en Espagne ou en France. On sait que la démocratie est le pire système à l'exclusion de tous, les autres. Mais comment se fait-il qu'elle ait pourtant réussi à convaincre les citoyens de tant de pays différents que rien ne pouvait être vraiment pire que ce qu'elle proposait? Et je pense que ça mérite qu'on s'interroge là-dessus. Beaucoup de gens en démocratie pensent que leur vie ne peut pas être plus misérable. Ce n'est pas vrai. Elle le peut. Mais il ne faut pas se cacher les yeux. Cet optimisme populaire, si l'on peut dire, cet aveuglement, est né grâce à la cécité des partis traditionnels et à l'incapacité des dirigeants politiques. Alors pour autant, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire tous pourris. Ça, je crois qu'il ne faut pas sombrer dans ce... Mais il n'empêche qu'il est vrai que les dirigeants politiques de nombreux pays n'ont pas pris la mesure du problème. Et je termine, ce qui est dit, c'est que dans cet article aussi, je passe quasiment à la fin, pour arriver à des situations comme celle de l'Argentine, il faut que des millions de personnes soient réellement désespérées. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on prenne en compte, et notamment dans ce qui a été très bien dit par les uns et les autres tout à l'heure, et en particulier en dernier lieu par mon voisin de gauche immédiat, sur le combat contre l'extrême droite. Le combat contre l'extrême droite, c'est d'abord, je pense, l'analyse qui est pourquoi cette montée en puissance de l'extrême droite ici et ailleurs. Eh bien, c'est d'abord cette désespérance. Et cette désespérance, elle naît d'exclusion, elle naît de pauvreté, de précarité, de misère, de rejet, d'isolement. Et pour combattre l'extrême droite, il est évident qu'il faut d'abord proposer des solutions autres et essayer, je vais y venir et terminer par là dans un instant, essayer de trouver comment nous pouvons proposer des lendemains non pas sinistres, ceux qui nous attendent si ce parti arrive au pouvoir, mais plus enchanteurs. Et je pense aussi qu'il faut qu'on dépasse, et c'est là la complexité de l'exercice, on le sait tous, il n'est pas simple, il faut qu'on dépasse l'idée d'une extrême droite diabolisée qui serait le diable au regard de son passé. C'est la réalité, c'est la réalité. C'est un parti qui n'a rien renié, en réalité, sous une façade qu'il veut présenter comme beaucoup plus ripollinée et agréable. Mais c'est toujours le même fond qui est là, c'est-à-dire discrimination, racisme, antisémitisme, et en réalité, aucun souci de ceux qui vivent dans la pauvreté. Ce n'est pas du tout le problème, même si en apparence, on essaye de dire qu'on va s'occuper du pouvoir d'achat. Donc ce qu'il faut, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il faut essayer de décrypter et de dénoncer ce programme ou cette absence de programme
mais essayer et proposer autre chose. Et proposer autre chose, je pense que ça a été dit aussi vraiment dans cette table ronde. Moi, je me réjouis, je dirais, c'est presque du bonheur de vous avoir entendu et de vous voir les uns et les autres ici. Et je pense en particulier à deux des principaux syndicats du pays, c'est-à-dire la CGT et la CFDT, avec lesquels nous travaillons. Et j'ai trouvé très, très intéressant aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur cette unité que vous aviez retrouvée au moment du combat contre la loi retraite. Même si on n'a pas gagné la partie, on a gagné quelque chose. Vous avez gagné quelque chose. Parce que, bon, vous avez mis de côté, et c'est pas toujours facile à faire, vos différences, vos divergences, mais vous avez un objectif commun, et nous avons un objectif commun. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment que nous continuions à développer. Alors, l'occasion, il faut avoir un tout petit peu d'optimisme, parce que sinon on va rentrer chez nous, on va se taper la tête contre les murs. Hein. Mais ça a été dit aussi ce matin, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience de ce qui se passe, de ces excès d'un capitalisme débridé, d'inégalité, où vous avez des patrimoines à 300 milliards de dollars ou d'euros et des gens qui gagnent 100 euros par mois. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, une mise en cause du marché, de ce capitalisme dévastateur. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est le voisin de bout de table, cette fois, qui a dit qu'il y a une augmentation inédite des initiatives citoyennes. Une augmentation inédite des initiatives citoyennes. Et il faut y croire. Parce qu'on voit bien que les partis politiques, c'est vrai, ou les dirigeants politiques, et ça résulte de l'article que je viens de vous citer, ont été défaillants. Alors, il ne faut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'alternative politique. Au contraire, ça ne passera que par des alternatives politiques, on le sait. Et moi, je ne suis pas de ceux, de par ma formation, au demeurant, qui négligent le politique. Je pense que le politique, il est le cœur du problème et qu'il faut surtout le valoriser et essayer de faire en sorte qu'ils reviennent au premier plan avec des objectifs qui sont les nôtres. Mais pour y parvenir, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les syndicats, les associations, le tissu de ce qu'on appelle, faute de mieux, la société civile qui peut y parvenir. Alors la Ligue des droits de l'homme, je terminerai par là, bon, il contribuera dans la mesure de ses moyens, qu'on ne surestime pas, mais qu'on ne sous-estime pas, avec une recherche d'unité autour de nous et dans un arc aussi large que possible de tous ceux toutes celles qui ont le même objectif, c'est-à-dire lutter contre l'extrême droite, bien sûr, et puis lutter, c'est ici, l'égalité, la solidarité, la démocratie. Ce n'est pas des grands mots, hein, c'est des réalités de tous les jours. C'est de cela dont on a besoin pour une vie qui ne soit pas celle que l'on voit dans de plus en plus de pays, où ça se traduit par des emprisonnements, des tortures. Ça se termine toujours comme ça, les dictatures, hein, et les arrivées au pouvoir de l'extrême droite. Alors, je ne sais pas si on a eu l'occasion de l'évoquer jusque-là, on a mis sur pied depuis 3 ou 4 ans une réunion des principales organisations, associations, syndicats, organisations de jeunes aussi, hein, des lycéens, des étudiants, et autour d'objectifs que l'on rassemble aujourd'hui dans un collectif démocratie, droit et liberté. On travaille beaucoup, en particulier depuis longtemps, avec la CGT, FSU, Solidaire, et aujourd'hui, je vois avec un grand plaisir, comme voisin de cette table, la CFDT, d'autant plus grand plaisir que je reprendrai intégralement à mon compte, mais je le ferai moins bien que lui, tous les termes du propos qu'a tenu son représentant aujourd'hui. Donc, on espère, si vous voulez, et je vais terminer là pour ne pas être trop long en cette fin de dimanche, mais 4 thèmes qui nous paraissent essentiels, sur lesquels on va réfléchir, essayer de lancer des actions unitaires: la défense des libertés, la justice sociale, donc tout ce qu'on a vu là ici lors de cette université d'automne, les territoires oubliés et bien sûr les discriminations, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les dérives anti-LGBTI, enfin toutes les discriminations. Voilà, et je crois que on peut se donner un peu de baume au cœur quand on voit qu'on est réunis sur ces objectifs communs qui nous rassemblent, qui nous motivent, et on n'est pas tout seul. Il ne faut pas non plus, même si les temps sont assez sombres, assez difficiles, mais gardons cette marge d'optimisme dans notre lutte pour une bataille culturelle, une bataille politique, une bataille sociale.
Alors pour terminer, ça se termine toujours comme ça quand on finit une université d'automne, et d'ailleurs n'importe quel colloque. Je vais terminer par des remerciements. Alors les remerciements, c'est d'abord pour la mairie du 12e arrondissement qui nous permet d'être dans cette salle. Ce sont des remerciements pour tous les intervenants ici, mais tous les intervenantes qui ont précédé cette table ronde, parce que je crois que dans l'ensemble, vraiment, j'espère que les participants, que je remercie aussi, participantes qui sont ici, restés pour beaucoup d'entre vous jusqu'au bout, ont apprécié. Je pense que ça a été extrêmement riche et qu'on va sortir enrichi de cette université d'automne. Et puis, je voudrais remercier Gérard. Il est parti, Gérard Aschieri, ou il est encore... il est parti, bon, qui a été vraiment la cheville ouvrière avec d'autres, hein, mais je ne peux pas citer tout le monde. En tout cas, je tiens publiquement à le remercier parce que ce n'est pas facile de mettre sur pied une université d'automne où il faut rassembler plein de gens qui viennent pas, qui sont libres, qui ne sont pas libres. Tout ça est toujours compliqué. Donc merci à Gérard, j'espère que ça lui sera répercuté. Et puis merci au staff de l'ALDH, car beaucoup de personnes que vous avez vues ou pas vues étaient là et nous ont aidés à organiser ces 2 journées, et puis aussi au personnel qui gère la salle ici, sans lequel on ne pourrait pas non plus, on n'aurait pas pu tenir cette réunion. En tout cas, merci beaucoup à tous et toutes, et puis bonne fin de journée, bonne fin de dimanche, et puis un peu de loisir peut-être et de plaisir pour vous. Merci.